C'est une exécution que même les bourreaux n'ont jamais oubliée. Nous sommes le 18 avril 1567, dans la ville allemande de Gotha. Une foule dense se presse sur la place du marché. Les regards sont figés, le silence pesant. Sur l'estrade, un homme aux cheveux épars, le visage marqué par la torture, est attaché à 4 chevaux. 4 animaux puissants, impatients, nerveux. L'ordre est donné. Les rênes claquent, un cri, puis l'horreur. Le corps du chevalier Wilhelm von Grumbach est déchiré vivant, ses membres arrachés un à un, sous les yeux d'un public médusé. Les mères détournent le regard, les enfants pleurent, les soldats eux-mêmes frémissent. Pourquoi une telle barbarie? Pourquoi une peine aussi atroce pour un simple noble? La réponse est simple, brutale. Grumbach a osé défier l'Empire. Il a osé rêver d'un monde sans empereur. Et pour cela, le Saint-Empire romain germanique a décidé de faire de son cadavre un exemple. Mais comment un chevalier franconien a-t-il pu en arriver là? Qui était cet homme que l'histoire a presque effacé, mais dont la mort a secoué toute l'Allemagne? Une Franconie en feu et un homme en colère, Wilhelm von Grumbach, est né en 1503 dans une petite bourgade franconienne. Fils d'une ancienne lignée chevaleresque, il grandit dans un monde en mutation. Les chevaliers perdent leur pouvoir, les princes s'enrichissent, l'Église tremble sous la Réforme, et l'Empire tente désespérément de maintenir son autorité sur un millefeuille de territoires divisés. Grumbach, lui, est un homme d'honneur, mais aussi de rancune. Militaire de carrière, il sert divers princes, puis s'installe à Würzburg, au service de l'évêque. Mais les conflits politiques sont constants. L'évêque est un homme autoritaire, corrompu, et Wilhelm se brouille vite avec lui. En 1158, après une série de disputes, Grumbach est expulsé, humilié, dépouillé de ses biens. C'est le début d'une descente aux enfers, ou plutôt d'un plan de vengeance. Le complot des Grumbach, quand la rage devient révolution. Au lieu de se soumettre, Grumbach se rebelle. Il rassemble ses alliés, contacte d'anciens mercenaires et prépare ce que l'histoire nommera plus tard le complot de Grumbach. Mais son projet n'est pas seulement personnel. Wilhelm veut changer l'ordre impérial lui-même. Il se lie avec Jean-Frédéric II de Saxe, un prince frustré par la perte de pouvoir de sa famille après la guerre de Schmalkalden. Ensemble, ils imaginent un plan fou, renverser les princes ecclésiastiques, affaiblir l'empereur Maximilien II et restaurer un pouvoir populaire sous leur direction. En 1563, Grumbach publie un manifeste appelant les chevaliers, les villes et les paysans à se lever contre les abus de l'Empire et du clergé. Il écrit « Si l'empereur oublie la justice, que le peuple la rappelle dans le sang. Mais un chevalier sans armée n'est qu'un rêveur. Pour faire trembler l'Empire, il lui faut une action forte. Et Grumbach la trouve, un assassinat politique, le meurtre qui fit trembler l'Église. » En avril 1163, l'ennemi juré de Grumbach, Melchior Zobel von Giebelstadt, le prince-évêque de Würzburg, est poignardé en pleine rue, sous les ordres supposés de Grumbach. Le sang coule, le chaos s'annonce. L'empereur entre en colère. Le nom de Wilhelm von Grumbach devient synonyme de trahison, de folie, de révolution. Un mandat impérial est lancé contre lui. Mais Grumbach se réfugie auprès de son allié, le prince Jean-Frédéric II. Ensemble, ils refusent de se soumettre. Ils fortifient Gotha, armant leurs troupes, publient de nouveaux manifestes et défient ouvertement l'autorité impériale. L'Empire répond par le feu. C'est dans la pierre et la poudre que l'Empire décide de répondre. Et il ne vient pas pour négocier, il vient pour anéantir. La ville de Gotha, fortifiée à la hâte, devient le dernier refuge des rebelles. Wilhelm von Grumbach s'y retranche avec ses partisans et son allié le prince Jean-Frédéric II de Saxe. Dans les rues, on voit circuler des soldats aux armoiries improvisées, des prêtres prêchant la résistance, des paysans armés de fourches. Mais dans les capitales impériales, on ne rit plus. Maximilien II, empereur du Saint-Empire romain germanique, voit le danger s'approcher. Grumbach n'est plus un simple chevalier rebelle. Il devient le symbole d'une possible révolution féodale, d'un soulèvement des petits contre les puissants, d'un chaos à l'allemande qui pourrait embraser toute la région. En juin 1566, l'Empire émet un ban impérial contre Grumbach et Jean-Frédéric II. Cela signifie « n'importe quel prince, comte ou capitaine a désormais le droit, et même le devoir, de les attaquer et de les éliminer par tous les moyens nécessaires. » Le feu et le fer, l'armée impériale, arrivent le 20 octobre 1566, les armées impériales encerclent Gotha. À leur tête,
le duc Auguste de Saxe, fidèle de l'empereur. Il n'y aura pas de négociation. Gotha résiste. Pendant plusieurs mois, les murs tiennent bon, les tirs de canons échouent, les défenseurs se battent avec une rage désespérée. On raconte que Grumbach lui-même, en armure, allait d'un bastion à l'autre, criant « Mieux vaut mourir libre que vivre sous les chaînes de Rome ». Mais la supériorité impériale est écrasante. Le 13 avril 1167, les portes de la ville cèdent. L'armée impériale envahit Gotha. Des centaines de rebelles sont massacrés. Le sang coule dans les rues pavées. L'église est souillée. Les drapeaux de Grumbach sont brûlés sur la place publique. Wilhelm von Grumbach est capturé, enchaîné, traîné comme un animal. Jean-Frédéric II est arrêté. La rébellion est écrasée. L'interrogatoire et les machines de douleur Grumbach est emmené à Würzburg, puis à Gotha, pour y être jugé. Mais ce n'est pas un procès, c'est une cérémonie d'humiliation. L'objectif n'est pas la justice, mais l'exemple. Il est accusé de haute trahison envers l'Empire, meurtre du prince-évêque Melchior Zobel, rébellion armée, publication de manifestes séditieux, alliance avec des forces contre l'ordre divin. Pendant des jours, il est interrogé, battu, suspendu, écrasé. On lui brise les os, on lui perce les chairs, on le prive de sommeil. Mais Grumbach ne supplie jamais. À un moment donné, un inquisiteur lui demande s'il regrette ses actes. Il répond « Je regrette seulement que mes bras aient été trop courts pour atteindre l'empereur ». La sentence tombe. Déchirement corporel, la peine la plus terrible de l'époque. L'Empire veut que le nom de Grumbach soit à jamais synonyme d'horreur, une trahison plus terrible que la mort. Mais ce que Grumbach n'avait pas prévu, ce n'est pas l'armée, ni même la torture, c'est la trahison. Son allié, le prince Jean-Frédéric II, craque en prison. Il renie publiquement son engagement. Il dit avoir été dupé. Il livre des lettres, des manifestes. Il collabore avec l'Empire pour sauver sa vie, en vain. Il sera tout de même enfermé à vie. Grumbach, lui, reste seul, isolé, honni. Mais dans le cœur du peuple, il devient une légende. Un chevalier que l'on ne peut pas briser. Un homme dont la parole valait plus que sa vie. On dit qu'il faut tuer un homme 2 fois pour l'effacer de l'histoire. D'abord son corps, puis sa mémoire. L'Empire a réussi la première, mais la seconde lui a échappé. Le matin du 18 avril 1167, un silence étrange règne sur la ville de Gotha. Ce n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas non plus une simple exécution. C'est un spectacle voulu, organisé, pensé comme un avertissement aux générations futures. Sur la grande place, une estrade en bois a été montée. 4 chevaux y sont attachés, non pas pour une démonstration militaire, mais pour la sentence la plus cruelle que le Saint-Empire romain germanique ait jamais infligée à un noble. Wilhelm von Grumbach, enchaîné, mutilé, presque méconnaissable, est traîné jusqu'au centre du dispositif. Il ne tient debout que grâce aux gardes. Son visage est livide, mais ses yeux brillent d'une clarté glaçante. Un prêtre lui murmure des mots de pardon. Il ne répond pas. Il fixe la foule. Quelqu'un dans le public crie « C'est un martyr !» Un soldat le fait taire. La mort par écartèlement, le supplice des traîtres, la sentence et l'écartèlement par 4 chevaux. Une méthode d'exécution médiévale, rarement appliquée à un homme de sang noble. Mais l'Empire veut faire de Grumbach un symbole de la punition ultime pour ceux qui osent rêver de révolte. Ses bras et jambes sont attachés à 4 chevaux. Au signal, les cavaliers fouettent leur monture, les muscles se tendent, les membres de Grumbach s'allongent, les cordes grincent, un cri, long, déchirant, puis le craquement des os, les hurlements de la chair, et soudain, le silence. Son corps est arraché en morceaux, jeté aux 4 coins de la place. Son torse, sans bras ni jambes, est abandonné là, sur le sol souillé. La foule recule. Certains vomissent, d'autres tombent à genoux. Même les bourreaux détournent le regard. Mais pour l'Empire, c'est une victoire. On a écrasé un traître. On a détruit un homme. On pense avoir tué une idée. Effacer son nom, brûler ses lettres et détruire sa mémoire. Dans les jours qui suivent, tous les écrits de Grumbach sont saisis. Ses manifestes brûlés, ses armoiries interdites, son nom rayé des archives officielles. Même ses partisans sont traqués, exilés, exécutés ou réduits au silence. Le prince Jean-Frédéric II, quant à lui, est enfermé dans une forteresse impériale où il mourra 30 ans plus tard, oublié et abandonné. Le message est clair. Quiconque lève la main sur l'ordre impérial sera non seulement tué, mais effacé. Mais l'histoire n'est jamais simple. Dans l'ombre, la légende s'éveille. Malgré les efforts de l'Empire, le nom de Grumbach ne disparaît pas. Au contraire,
Il circule en secret dans les tavernes, les monastères, les récits oraux des paysans et même certains nobles dissidents. On le compare à Prométhée, à Spartacus, à Jeanne d'Arc, un homme trop en avance sur son temps, trop libre dans un monde de chaînes. On raconte qu'il aurait, avant de mourir, craché aux pieds de ses bourreaux, qu'il aurait dit « Je préfère être déchiré que de vivre à genoux devant un mensonge ». Personne ne sait si c'est vrai, mais tout le monde veut y croire. Au fil des siècles, son histoire ressurgit dans des pamphlets révolutionnaires, des pièces de théâtre interdites, des romans oubliés. Chaque fois qu'un peuple se soulève, le spectre de Grumbach réapparaît. Épilogue. Le chevalier et l'Empire. Wilhelm von Grumbach n'était pas un saint. Il a tué, il a comploté, il a défié un système immense, avec pour seule arme sa rage et ses convictions. Mais c'est peut-être cela, justement, qui fait de lui une figure immortelle. Car l'histoire n'est pas écrite par ceux qui se taisent, mais par ceux qui crient, même lorsque leur voix est noyée dans le sang. Et dans le silence glacial de cette place de Gotha, ce jour-là, le cri de Grumbach fut si fort qu'il résonne encore aujourd'hui.